Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous nous recevez bien. Je vois qu'il commence à y avoir déjà quelques personnes sur le chat. Je me présente, Benjamin Combe, donc fondateur des Ateliers Durables. On vous accueille pour ce webinaire sur l'impact humain du virus sur vos organisations. Voilà, donc certains ont bien compris, il y a un chat sur le côté sur lequel vous pouvez déjà commencer à réagir, nous dire bonjour, nous dire d'où vous nous suivez, d'où vous êtes confinés finalement. Et moi, de mon côté, je vais peut-être faire un petit point d'abord technique, rapide. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas l'habitude de ce type d'outils, donc simplement vous rappeler que vous pouvez porter des écouteurs, ça peut voilà, vous aider à vous concentrer, peut-être aussi éteindre les onglets que vous pouvez avoir d'ouvert pour augmenter votre débit de bande passante. Voilà. Et si jamais à un moment vous avez le son qui est assuré ou l'image qui freeze un peu, je vous invite à actualiser votre page et appuyer sur la touche F5. Voilà. Et puis il y aura toujours Marion et Marilène qui vont être à votre secours sur le chat en modératrice pour vous aider si vous avez des difficultés. Voilà. Bonjour Sylvie, bonjour Bénédicte. Merci de votre participation. Je vais aussi présenter nos experts qui sont présentes aujourd'hui pour témoigner sur ce sujet. Bonjour Judith. Bonjour. Bonjour Valérie sur la communication. Bonjour. Voilà, on a également Camille qui est là, qui va nous parler télétravail. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Voilà, Marion qui est coordinatrice pour les ateliers durables. Bonjour. Et Estelle qui a disparu de l'écran, mais on espère qu'elle va revenir bientôt. Voilà, c'est les aléas du direct. Un petit mot sur les ateliers durables pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on est un réseau d'intervenants actifs sur les sujets de la santé, de la qualité de vie au travail et du développement durable. Donc, on envoie nos professionnels directement sur les sites pour animer soit des formations, soit des animations, soit des missions de conseil, voilà, sur ces différents sujets. Et on est donc nous directement impactés par cette crise puisque beaucoup de nos interventions en présentiel donc elles ne se font plus. Voilà, il se trouve que ça fait des années qu'on travaille sur aussi une offre à distance. Donc voilà, peut-être que Marilène pourra vous mettre le lien de ce qu'on peut proposer voilà, comme action pour vos salariés. Un petit mot aussi sur le sens de cette conférence d'aujourd'hui. Nos interlocuteurs sont des responsables souvent RH, des acteurs en santé, des responsables qualité, sécurité, environnement. On a senti qu'ils étaient tous super sollicités, débordés depuis 2 semaines. On a senti le besoin de faire un rappel et de venir aussi en soutien pour répondre à un certain nombre de questions. Voilà, on est, nous, fidèles à notre approche qui est pluridisciplinaire. Donc, on essaie d'avoir des gens qui viennent de différents milieux pour aborder de manière large ces questions de bien-être au travail. Et donc, c'est pour ça qu'on a là choisi de faire un focus sur quelques points chauds du moment. Donc, en ajoutant notamment un onglet juridique et un œil juridique sur ces questions-là, avec Judith qui va commencer par témoigner. On va avoir 1h15 ensemble, 40 minutes de témoignages de nos expertes. Puis ensuite, on aura 20 minutes de questions-réponses, mais n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure sur le chat. Il y a Marion qui est là, qui va voilà, prendre des notes pendant toutes vos questions et à la fin, elle reviendra pour la session de questions-réponses voilà, avec les experts. Voilà, oui, vous pourrez avoir l'enregistrement en fin de séance. Je réponds à la question de Martine à ce sujet. Voilà, on est aussi conscient de la limite de l'exercice. On a un temps court, on aborde beaucoup de volets à la fois. Chacune va avoir 10 minutes de parole. Donc voilà, excusez-nous des fois peut-être des raccourcis. Voilà, on va essayer de faire en sorte que les questions-réponses permettent de rattraper ça. Eh bien, je propose qu'on commence dès maintenant du coup avec Judith. Bonjour Judith, est-ce que tu veux te présenter peut-être en un mot ? Bonjour Benjamin, donc je suis Judith Buchinger, je suis juriste au sein du cabinet d'avocats Buchinger-Rubin, au sein duquel j'anime depuis à peu près 8 ans des petits déjeuners juridiques sur de nombreuses thématiques qui concernent principalement les services sociaux du privé et du public. Alors, ce par quoi j'aimerais démarrer aujourd'hui, c'est la grande question qui est celle du télétravail. Aujourd'hui, face à cette crise sanitaire,
d'un coup d'un seul, les vannes se sont ouvertes et ces possibilités-là que les employeurs accordaient en pointillé, aujourd'hui sont complètement généralisées et on parle de télétravail à tout va. Or, le télétravail, ce n'est pas forcément la solution magique et incontournable pour toutes les situations. Et ça va être l'objet de mon propos dans le temps réduit qui m'est imparti, c'est de dire simplement, je vous le dis en introduction, ce qui sera aussi l'objet de ma conclusion, c'est-à-dire qu'il faut que chaque acteur de l'entreprise ait une vision, on va dire, très très fine, par petites touches impressionnistes, véritablement au cas par cas, pour pouvoir adapter les règles du droit du travail à la situation spécifique et du salarié ou de l'agent et de la structure donc de l'entreprise. Alors, pour rappel, le Code du travail prévoit donc que l'employeur doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé non seulement physique, mais aussi morale. On verra ce que veulent dire ces deux notions physiques, on comprend ce que ça veut dire, morale, on verra un peu plus tard, des travailleurs, c'est l'article L4121-1 du Code du travail. Et donc, pour ce faire, l'employeur est fondé à prendre ce qu'on appelle des dispositions contraignantes pour assurer la protection et la santé du personnel. Et donc, la solution la plus simple, immédiate, même impérative qui s'impose, est celle du télétravail. Donc, la plupart des entreprises, quand elles le peuvent et quand la situation du salarié l'exige, effectivement, l'employeur est complètement fondé à imposer le télétravail à son salarié. Et à l'inverse, si un salarié, par exemple, demande le télétravail et que ce n'est pas forcément une norme dans sa structure, il faut absolument que l'employeur donne une réponse motivée. Voilà, tout ça pour qu'il n'y ait pas de contestation après post, on va dire, crise sanitaire. Je fais un point à ce sujet extrêmement important et qui concerne énormément de parents, à savoir que lorsque vous avez des enfants de moins de 16 ans à la maison, vous pouvez, si vous êtes par exemple deux parents à la maison, prenons un cas classique, vous pouvez demander à votre employeur d'avoir un arrêt de travail pour pouvoir vous occuper de vos enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que si vous avez un arrêt de travail, vous ne pouvez pas travailler. Et ça, c'est très, très important de le rappeler. Or, on le sait, c'est qu'il y a à la fois la possibilité du télétravail et le contexte pragmatique des gens qui est d'avoir des enfants à domicile qui vient comme une forme de conflit, on va dire. Donc, il faut être très, très vigilant là-dessus. Pourquoi? Parce que qui dit télétravail dit exigence de l'employeur. Qui dit exigence de l'employeur dit que même dans le cadre du télétravail, eh bien, si vous n'accomplissez pas précisément votre travail, alors une faute pourrait vous être reprochée. Mais par contre, si votre employeur vous impose le télétravail et que concomitamment, il vous a donné un arrêt de travail, vous voyez, il y a un conflit. Donc, vous devez dire purement et simplement à votre employeur que vous ne pouvez pas et vous ne devez pas légalement travailler en télétravail. Par contre, la loi sur le télétravail, elle est suffisamment souple pour pouvoir organiser le télétravail de manière ponctuelle. Par exemple, dire 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, moduler les choses en fait très intelligemment par rapport au contexte de la personne et conformément aux règles de l'arrêt de travail. Donc, je voulais poser ça parce que c'est extrêmement important. Parce que derrière tous ces conflits de loi, il y a des conséquences. Et ces conséquences, elles peuvent être dommageables et pour l'employeur qui peut voir sa responsabilité engagée et pour l'employé ou le salarié qui peut voir effectivement une faute lui être reprochée s'il n'accomplit pas bien le télétravail dans le contexte qui est le sien, notamment donc de celui d'avoir des enfants. Est-ce que le télétravail du coup est impératif, Judith? Alors, le télétravail n'est pas du tout impératif. Il peut être, comme je l'ai rappelé, il peut être proposé d'office ou même organisé d'office par l'employeur, mais il y a d'autres possibilités. Donc, il y a celle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire notamment celle de l'arrêt de travail quand on a des enfants avec un télétravail qui est modulable. Vous avez, et ça, ce sont des règles extrêmement précises que je ne vais pas avoir la possibilité dans le temps qui m'est imparti parce que c'est éminemment technique, mettre au chômage partiel une catégorie de leurs salariés ou de leurs agents, ce qui veut dire que chômage partiel dit 70% de son salaire, de manière un petit peu lambda. Et donc, c'est beaucoup moins protecteur qu'un arrêt de travail qui, lui, garantit
l'entièreté de la rémunération. Donc, le chômage partiel, c'est vraiment dans des cas d'activité économique où la convention collective de l'employeur autorise à la mettre en place. Ce que je veux dire par là, puisque je n'ai pas le temps de le déployer et que ce serait vraiment un cours de droit qui devrait durer une semaine, mais c'est que si votre employeur veut vous imposer un chômage partiel, il faut lui demander quelles sont les sources, quels sont les points dans la convention collective et de savoir effectivement, ce qui est très important dans le chômage partiel, c'est d'encadrer ça dans un délai, de dire, voilà, l'employeur doit vous dire clairement, le chômage partiel, ça va durer 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, mais ça ne peut pas être illimité. La fin du chômage partiel ne peut pas ne pas être connue. Donc ça, c'est extrêmement important. Maintenant, il y a le deuxième point, pardon. Oui, qu'est-ce qu'il en est du droit de retrait Alors, le droit de retrait, c'est la grande question, Benjamin. C'est la grande question. Puisqu'il pèse sur l'employeur donc une obligation de sécurité, tant sur la santé physique que la santé morale. Donc, on voit bien que là, on a deux pôles sur lesquels, deux critères qui sont soit cumulatifs, soit séparés, sur lesquels peuvent s'appuyer les salariés ou les agents. Et ils peuvent dire, dans certaines circonstances, je ne suis pas capable d'assurer ma mission. Alors, évidemment, ça ne peut pas être à n'importe quelle condition. Alors, je vais vous les donner exactement. Donc, excusez-moi, une petite seconde. Je vois qu'on a beaucoup de questions en parallèle sur le chat. On essaiera d'y répondre dans un second temps, mais n'hésitez pas, vous pouvez les poser. Voilà. Donc voilà, donc il faut savoir, donc là, la loi, donc ça intéresse parce que c'est important, si des salariés ou des agents disent, moi je ne peux pas accomplir ma mission, c'est les articles L 4131-1 et suivant du Code du travail, qui implique qu'un travailleur peut se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable, et j'insiste sur le terme raisonnable, de penser qu'elle présente un danger grave et imminent. Donc, il faut que le danger, c'est ce des critères cumulatifs, il soit grave et imminent. Là, effectivement, on est dans le cadre, potentiellement, dans cette crise sanitaire du coronavirus, d'un danger grave et imminent, puisque la propagation du virus peut se faire quasiment immédiatement, simplement en ayant un contact proche ou avec des gouttelettes de transpiration, ce genre de choses. Et surtout, il y a une responsabilité, c'est que la personne peut transmettre ce virus. Donc, dès que le salarié ou l'agent, donc dans la fonction publique, pense qu'il a un motif raisonnable d'être dans un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, il doit d'abord en alerter l'employeur. Attention à ne pas quitter son travail comme ça du jour au lendemain. Donc, il faut le dire explicitement. Alors, vu qu'aujourd'hui, les moyens postaux, c'est un peu compliqué, donc on ne peut pas le faire comme on le faisait classiquement en envoyant un courrier recommandé, mais on peut le faire avec un recommandé électronique ou tout simplement par mail en mettant bien en copie le N+1, le N+2, toutes les personnes dans la boucle qui peuvent être touchées. Mais voilà, ce que je veux dire, Benjamin, c'est qu'en fait, le droit de retrait, ce n'est pas du tout automatique. C'est un droit qui est individuel et subjectif, ça doit bien se réfléchir, mais surtout du côté du salarié ou de l'agent, ce qui est important, c'est que ce droit de retrait ne doit pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. Par exemple, une infirmière qui serait seule dans une région à assurer, tu vois, des soins à certaines personnes et qui dit « moi, je me retire », il est possible que lui soit reproché une faute, en ce sens qu'elle met elle-même des usagers du service public dans un danger grave et imminent. Donc, tout ça pour dire que le droit de retrait, oui, bien heureusement, ça fait partie des droits fondamentaux des salariés en France, mais il faut le viser très spécifiquement. Je terminerai en disant, voilà, par exemple, un exemple tout simple, c'est que si on est, par exemple, caissière en supermarché et qu'on n'a pas à sa disposition, par exemple, des masques ou un gel hydroalcoolique pour se laver les mains après chaque personne, on peut mettre en avant son droit de retrait et dire les conditions d'hygiène, de sécurité pour ma santé physique et morale ne sont pas remplies, donc j'exerce mon droit de retrait. Et qui dit droit de retrait dit qu'on quitte du jour au lendemain, c'est-à-dire d'heure à heure, son travail, mais bien évidemment, comme je viens de le dire, en ayant informé son employeur, soit par un recommandé électronique, soit à minima par un mail avec suivi de lecture. Voilà. Je vois Anne, effectivement, qui réagit sur le chat, qui dit pas de droit de retrait pour les personnels de l'AP-HP. En effet. Il y a un autre sujet qui a été pas mal débattu ces derniers temps, c'est tout ce qui concerne les congés payés. Est-ce que l'employeur peut les imposer aujourd'hui aux salariés, congés payés ou RTT?
Alors, il peut tout à fait les imposer, Benjamin. Il a un droit unilatéral d'imposer. Alors, qu'est-ce qu'il peut imposer? Évidemment, là encore une fois, c'est limité, c'est pas sans, voilà, c'est pas sans limite de temps. Donc, il peut prendre 6 jours de congé de la personne et les décaler. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, la fin de cette crise sanitaire se situera aux abords de mai ou de juin. Il faut l'espérer très fortement. Et si des personnes posent leur congé à ce moment-là ou prennent le relais tu vois, des congés de mai, des longs week-ends de mai, de juin, et après on arrive sur les congés scolaires de juillet, et que ça pose un problème à l'employeur, il peut demander à l'employé de décaler dans le temps, ou alors de prendre sur ce temps de confinement à minima 6 jours de congé. Maintenant, concernant les RTT, c'est un petit peu plus délicat. Il a le droit aussi de prendre sur les RTT, mais là aussi, il faut que ce soit qu'il y ait une base légale dans la convention collective qui autorise l'employeur. Parce que, de manière générale, l'employeur n'a pas du tout le droit d'imposer de prendre des RTT à son salarié. C'est une faute grave de l'employeur. Et donc, mais là, dans ce contexte spécifique, oui, il a le droit. Donc, pour les congés, c'est sûr qu'il a le droit, c'est unilatéral, il n'y a même pas besoin de se confronter là-dessus, sauf si c'est plus de 6 jours. Mais par contre, pour les RTT, si l'employeur l'impose, il faut être sûr que dans la convention collective, ça a été bien prévu, tout simplement. Et est-ce que du côté du salarié, il y a aussi des obligations ou est-ce que qui se présentent? Oui, alors tout à fait. Alors, le salarié a quasiment, on va dire, les mêmes obligations que l'employeur, je dirais, en miroir. Alors, je vais vous les donner exactement dans le texte. C'est qu'au terme, donc là, quand j'ai parlé du télétravail et des mesures nécessaires donc, pour l'employeur d'assurer, et même des mesures, des dispositions contraignantes, d'assurer la sécurité et physique et morale des travailleurs. Donc là, je fais juste une petite parenthèse avant de répondre à ta question, Benjamin. Ça veut dire qu'une personne qui ne supporterait pas même sur le plan psychique, moral, mais pour lesquelles elle n'ait aucun problème d'ordre physique, pourrait mettre en avant le droit de retrait. Dire voilà, cette situation, par exemple, sur le plan éthique, je ne peux pas, je ne suis pas d'accord, je ne cautionne pas, eh bien, elle pourrait effectivement exercer le droit de retrait. Donc, ça va bien au-delà, dans la loi stricte, de la santé physique. Donc, je rappelle, la santé morale, c'est important de le rappeler parce qu'il y a plein de sujets qui peuvent se poser là-dessus. Maintenant, pour répondre à ta question, concernant les salariés, c'est l'article L 4122-1 du Code du travail. Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé, de sa sécurité, ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Et c'est la raison pour laquelle, je reviens à mon introduction, c'est la raison pour laquelle le télétravail est tellement généralisé, parce que la responsabilité en miroir qui incombe aux salariés est juste énorme. C'est-à-dire qu'un salarié devrait dire « Ah ben voilà, je ressens quelques petits symptômes, mais, vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas de test généralisé, on ne sait pas si on a vraiment les symptômes du coronavirus ou pas. » Vous voyez? Donc, il y a plein de choses comme ça où, alors, par exemple, si quelqu'un est en contact avec le public et qu'il a la sensation qu'il a été infecté par le virus, bien évidemment, il a une obligation morale et légale d'en informer son employeur. Donc, en fait, si je puis dire, c'est que les obligations légales de l'employeur ont en miroir des obligations légales du salarié, sauf que la grande différence, c'est que pour l'employeur, il doit absolument formaliser tout ça par des procédures internes, par des formations, par l'information régulière, etc., par un chat, un intranet de l'entreprise ou ce genre de choses, ou même en direct, et que concernant le salarié, eh bien, c'est sa propre responsabilité. Mais oui, il a cette responsabilité-là. Et si il est objectivement malade et que ses collègues, par exemple, le voient, eh bien, ça peut être dangereux pour lui. C'est-à-dire qu'il y a une faute, après cette crise sanitaire, qui pourrait être lui reprochée, une faute qui serait grave à lourde, pas simplement, donc pas juste une faute simple, et ça pourrait conduire à un licenciement. C'est évident. Et pour conclure de manière très courte, peut-être un petit mot aussi sur le côté entreprise. Est-ce qu'il y a une faute, il peut y avoir une reconnaissance de faute au civil, au pénal? Est-ce qu'il y a des… Bien sûr, bien sûr. Donc là, les points de droit que j'ai évoqués, ils peuvent être, remontés devant un juge prud'homal, ça c'est évident. Alors, c'est un grand risque pour l'entreprise. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais en introduction,
c'est extrêmement important pour l'entreprise d'avoir une vision par petites touches impressionnistes, au cas par cas, de chaque situation de ses salariés. Parce que si il enfreint ses responsabilités et et je répète, ça c'est extrêmement important, ça vaut pour tout ce qui est risques psychosociaux, mais encore plus pendant cette crise sanitaire, c'est que l'employeur, il a une obligation de sécurité de résultat. Ça veut dire qu'il ne pourra pas s'abriter derrière le fait qu'il a pris toutes les mesures possibles. Il doit le faire. Il n'a pas le choix. Donc, oui, un employé, un salarié ou un agent peut aller devant le conseil des prud'hommes de sa région et dire voilà, j'ai été mis en danger et demander évidemment peut-être de partir de l'entreprise, alors soit par une rupture conventionnelle, soit par un tel type de licenciement, mais en tout cas pour l'entreprise, cette personne-là pourra demander par exemple des transactions au-delà des indemnités conventionnelles. Et au niveau pénal, évidemment, il pourra aussi engager la responsabilité de l'entreprise, porter plainte ou alors porter plainte avec une constitution de partie civile. Et le risque aussi pour l'entreprise, c'est que si vous avez une sorte de groupe d'employés qui se mettent ensemble, et bien évidemment, ça va désorganiser tout le service. Il y a aussi un risque réputationnel très important pour l'entreprise. Et c'est évident qu'autant l'aspect pénal est parfois difficile à mettre en avant dans le cadre de litiges au travail, mais il me semble, et ça on verra bien post-crise coronavirus, l'aspect pénal, je pense, sera incontournable et je pense que beaucoup d'entreprises, si elles manquent à leur responsabilité en termes d'obligation de sécurité de résultat sur leurs employés, pourront être condamnées non seulement devant un conseil des prud'hommes, mais aussi devant un tribunal correctionnel. Merci Judith. Je vois qu'on a beaucoup de questions en parallèle sur le chat et des commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Je suis désolé, on va s'arrêter là pour pouvoir laisser un peu la parole à d'autres. On va essayer de répondre tout à l'heure. On pourra répondre à un certain nombre de questions dans la deuxième partie. Voilà. Donc je te remercie Judith et on va maintenant peut-être laisser la parole à Camille, qui est intervenante pour les ateliers durables sur les sujets du télétravail notamment, donc et de la qualité du travail. Donc il va pouvoir voilà, nous éclairer sur voilà, est-ce qu'on vit du télétravail classique en ce moment Ouais. Oui, merci Benjamin. Donc on voit avec Judith que même si le droit est très précis là dans les situations exceptionnelles qu'on vit, je pense que malgré tout il y a beaucoup de zones grises et du coup que ça mérite un peu de se pencher sur les aspects plus organisationnels, managériaux et de culture d'entreprise et de vie au quotidien dans un contexte qui est quand même malgré tout très très exceptionnel. Et la première chose que je voudrais commencer par dire, et c'est un peu déjà ce que disait Judith, mais je l'étendrai peut-être à d'autres champs, c'est que de dire ce que nous vivons là, c'est pas du télétravail ordinaire et loin s'en faut. C'est vrai qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, voilà, une sorte d'engouement, voilà, beaucoup de commentaires sur voilà un peu un grand soir du télétravail, mais voilà, le télétravail qu'on vit là, d'ailleurs, il est soudain. Il est à grande échelle, massif, alors que, comme disait Judith, d'habitude, le télétravail, ça concerne pas tout le monde en même temps, c'est par petites touches. Là, aujourd'hui, c'est aussi un télétravail qui est confiné, sans alternative, alors que d'habitude, ça repose justement sur une alternance calculée entre les bénéfices du distanciel et du présentiel. On a aussi aujourd'hui un télétravail qui est confiné, qui est cumulé avec d'autres activités qui sont normalement incompatibles, que sont la présence des enfants au domicile, parfois la présence d'autres personnes pour je pense aux aidants, parfois voilà des maladies. On est quand même dans un contexte d'épidémie, etc. Donc je dis pas pour la personne qui télétravaille, mais partager le domicile avec des personnes voilà malades, et le tout dans un contexte évidemment social, économique très anxiogène et très fragilisant. Donc moi, ce que je voudrais commencer par dire, c'est qu'on a un télétravail qui finalement ne ressemble à rien qu'on a pu connaître avant et qui recouvre aussi une énorme diversité de situations entre des entreprises qui étaient peut-être déjà à un stade de maturité assez avancé dans le fonctionnement en remote, en distanciel, et d'autres qui se sont retrouvés un petit peu jetés là-dedans de manière beaucoup plus impréparée. Alors du coup, ce que je voudrais... Pardon. Ça vaut peut-être le coup qu'on pose la question. On avait prévu un petit sondage pour les personnes qui sont là, justement, pour savoir si, parce que la situation évolue très vite, j'ai l'impression, savoir si vos organisations aujourd'hui majoritairement sont
sont en télétravail, sont en chômage partiel, ou si vous avez vos équipes qui sont encore sur le terrain. Donc, je ne sais pas si Marion peut lancer le sondage en parallèle pour que vous puissiez, vous puissiez répondre, et ça va nous permettre de voir. Effectivement, je vois que ça commence un petit peu à lancer le sondage. Ça doit s'afficher sur votre écran. Ça permet de voir un peu les situations des uns des autres. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous sont majoritairement, majoritairement en télétravail. Donc on voit d'où l'importance vraiment de bien organiser ce télétravail. Donc du coup, moi j'organiserai mon intervention limitée, vous l'avez compris, autour de 3 messages. Donc dans ce contexte qui est dégradé, hein, moi vraiment je tiens à le dire, hein, on est quand même dans un domaine, un régime très exceptionnel. Moi je vous propose trois priorités, que serait d'abord assurer la poursuite de l'activité, hein, le bon déroulement de l'activité, c'est très important. Deuxième priorité, maintenir la cohésion d'équipe et l'engagement de chacun. Et ensuite, troisième priorité qui permettra de faire la transition avec mes collègues, veiller à l'équilibre de chacun et prévenir les risques psychosociaux de ce télétravail exceptionnel. Alors, donc, pour commencer, le sujet de la poursuite de l'activité. Dans ce contexte où, malgré tout, il est compliqué de faire du travail collectif, où on se voit pas du tout, donc la communication est rendue plus difficile, etc. La priorité, c'est vraiment d'aligner justement les priorités et les tempos de tout le monde. C'est vraiment le moment de fixer des objectifs clairs et limité, d'être vraiment dans une optique de continuité d'activité. Donc, c'est peut-être le moment de faire un point sur qu'est-ce qu'un objectif clair. Hein, un objectif clair, il est à la fois réaliste et ambitieux. Il ne s'agit pas non plus de freiner le bon déroulement de votre activité, mais il faut qu'il soit réaliste. Et un objectif clair, il est mesurable et il est évidemment explicite. Et ça, c'est rendu encore plus important quand justement on est dans une communication à distance, où c'est très difficile de éclaircir les quiproquos, les malentendus. En tout cas, c'est plus difficile. C'est le moment aussi de vraiment synchroniser l'équipe. J'ai envie de vous dire, stop à la réunionnite. C'est vraiment le moment d'y réfléchir. Moi, un écueil que je revois dans les retours d'expérience que je commence à avoir, notamment pour les entreprises qui n'étaient pas encore très familières de télétravail, c'est qu'un certain nombre de managers, notamment qui n'étaient pas forcément des grands fervents de télétravail, vont essayer de compenser un peu le sentiment de perte de contrôle par justement mettre beaucoup de réunions à distance, beaucoup de calls, etc. Et avec le risque finalement qu'on ait une injonction de connexion permanente qui arrive sur les salariés et qui crée un surstress dans un contexte où finalement c'est déjà compliqué dans les contextes personnels de chacun de justement jongler entre toutes les obligations. Donc les bonnes pratiques là-dessus, ça va être vraiment de partager les agendas. C'est vraiment le moment de le faire si vous le faites pas. Demandez aux salariés d'indiquer clairement leur plage de dispo et d'indispo et de limiter vraiment les moments où vous allez demander à que tout le monde soit en visio, à vraiment des réunions très précises avec un agenda très précis. Donc une bonne pratique, ça peut être de faire un check-in le matin, hein, pour s'assurer que tout le monde est sur le pont, tout le monde s'est bien mis dans sa journée de travail, mais voilà, ne pas multiplier les occasions comme ça de se connecter et les limiter à l'essentiel. Et par contre, ça peut être bien de faire preuve de flexibilité, c'est-à-dire que si il y a certaines réunions, mais que tout le monde ne va pas forcément pouvoir s'y connecter, assurer la traçabilité des infos pour que tout le monde puisse ensuite s'y retrouver et savoir ce qui a été échangé. Alors en réunion visio, on branche la webcam, on branche pas la webcam, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, alors justement, moi j'ai entendu ces derniers temps des patrons dire, moi je demande à tout le monde de brancher la webcam parce que comme ça c'est l'occasion justement de vérifier que tout le monde s'est un peu habillé, que les gens sont pas en pige, que tout le monde respecte un peu un minimum et se met un minimum dans de bonnes conditions pour travailler. Moi, c'est vrai que j'aurais tendance à dire que, à mon sens, c'est pas nécessairement une bonne pratique. On est déjà dans un contexte qui est quand même assez anxiogène pour tout le monde. Les sphères domestiques, privées, professionnelles sont plus que jamais mêlées. Là, il n'y a plus aucune frontière. Donc, j'aurais envie de dire, voilà. Moi, j'obligerai pas. C'est pas une bonne pratique à mon sens, sans compter que ça consomme énormément de bandes passantes, hein, donc c'est pas non plus digitalement très recommandé. Mais par contre, si vous sentez que tel ou tel salarié décroche, peut-être qu'il est plus fragilisé par la période, etc., ne pas hésiter à le suivre, mais plus sous le mode du one-to-one, de discussion rapprochée avec lui pour essayer de savoir ce qui se passe. Anne témoigne et nous dit on peut travailler très bien en pyjama. Hein. Voilà, mais c'est vrai que ça, c'est un point de vue individuel, mais qui souvent n'est pas forcément compris de
tous. Donc, d'où ma reco de ne pas brancher la webcam quand on n'en a pas envie. Mais ça, voilà. Du coup, j'enchaîne pour dire quand même qu'il y a autre chose qui me paraît important. Le télétravail d'ordinaire va beaucoup avec un discours dans le sens de la productivité. C'est-à-dire que on connaît énormément d'études qui ont montré que sur sa journée de télétravail, un salarié est plus efficace, plus productif pour tout un tas de raisons. Bon, là, dans le contexte dans lequel on est, ça me paraît important de rompre avec ce discours parce qu'on est dans l'ultra exceptionnel, donc plutôt privilégier vraiment le discours de la continuité d'activité, le maintien de l'activité. Ça va être vraiment très variable en fonction des individus et de leur contexte. Et à l'inverse, ça me paraît un bon moment pour faire jouer à plein la solidarité dans l'équipe, mettre en place tout ce qui va favoriser justement la transmission des dossiers entre les uns et des autres. On peut s'inspirer de nos soignants là-dessus. Potentiellement, les équipes vont être bouleversées dans les semaines à venir entre des personnes qui vont peut-être, même si on touche du bois, mais tomber malades, etc., vont être moins dispo à certains moments. Donc, tout ce qui va aller dans le sens du binomage, de favoriser le partage des infos, des dossiers et la solidarité sera vraiment une bonne pratique. Du coup, ça me permet d'enchaîner avec la deuxième priorité qui était autour du maintien de la cohésion d'équipe. Alors ça, c'est vraiment hyper important parce que avec le confinement, on a une perte de lien social très fort. Le travail, faut pas oublier que c'est un levier principal de socialisation et on a de la perte de l'informel et pourtant c'est dans l'informel que s'ancrent les liens de confiance très importants qu'on a entre collègues avec son manager. Donc c'est vraiment important de le recréer. Et là, par contre, le message que je voudrais passer, c'est il faut recréer cette occasion d'informel, cette occasion de cohésion, mais plutôt sous un mode je mets à disposition des services vis-à-vis de mes salariés et à nouveau pas en mode obligatoire injonction. Parce que le risque, c'est de voir tout un tas de pauses café virtuelles se développer, de tout un tas d'outils qui vont finalement être périphériques au travail. On va vouloir recréer un peu de manière digitale les discussions de machine à café et le risque, et ça, moi, vraiment, je le vois, je l'ai déjà vécu et vu dans des entreprises. Le risque, c'est que ça devienne une sorte de ressenti comme une obligation, une injonction, et que ça crée à nouveau plus de charge mentale, plus de charge de travail et donc du surstress. Donc là-dessus, moi j'ai envie de dire très bonne pratique de mettre en place par exemple un channel dédié sur votre messagerie pour des conseils de lecture, des conseils de ressources à regarder, d'activités à faire, mais vraiment en mode offre de service, pas quelque chose d'obligatoire. Et enfin, je compte sur cette partie finir en disant que c'est vraiment important de donner des perspectives enthousiasmantes et vers l'avant sur l'après, de passer des messages comme cette période c'est dur, mais on en tire quelque chose pour l'entreprise, on apprend à travailler autrement, on teste de nouveaux outils, de quand même donner des perspectives vers le bout du tunnel et enthousiasmantes. Je dirais aussi que une bonne pratique à avoir en tête, c'est maintenir l'engagement de chacun. Donc ça, c'est plus la destination des managers. Vraiment s'appuyer sur les leviers de motivation de chacun. Quelqu'un qui va aimer apprendre, pourquoi pas lui donner l'occasion de se former pendant cette période, etc. Parce que c'est vraiment clé pour le moment où l'activité repartira, d'avoir su maintenir un engagement fort et un collectif fort et soudé pendant la période. Ça me fait penser à un point aussi que j'ai pas eu l'occasion d'aborder, mais qui est très pour moi important, c'est, et ça plus au niveau managérial et de la direction d'entreprise, de ne pas hésiter à envoyer beaucoup d'infos en push, donc par mail par exemple, pour tenir au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise. On est quand même dans un contexte anxiogène, économiquement tendu. Et moi, je suis surprise de voir autour de moi des grands groupes qui distillent un peu au compte-gouttes, une fois tous les semaines, tous les 10 jours, de dire on va faire le point sur peut-être qui passera au chômage partiel, passera pas. Bon, ça, c'est quand même extrêmement anxiogène alors qu'on a des salariés qui sont éclatés, isolés chacun dans leur domicile, avec des communications qui sont quand même moins vigoureuses entre les collègues. Donc, on perd ce facteur qui est d'habitude vraiment barrière en qualité de vie au travail, la solidarité entre collègues, tout ce qui est facteur, j'ai perdu le modèle de Karasek, comment c'est le soutien social. Le soutien social, il est complètement distendu en ce moment, donc il faut pallier à ça et faire une communication vraiment transparente, précise et soutenue vis-à-vis des salariés. Et enfin, avant du coup de passer la parole à Valérie, dire que
voilà, il faut, et c'est aussi là, à nouveau une responsabilité aussi des managers, veiller à l'équilibre de chacun, prévenir les risques psychosociaux du télétravail qui sont vraiment amplifiés par cette situation exceptionnelle. Hein, les risques psychosociaux du télétravail d'ordinaire, vous les connaissez, hein, c'est l'isolement, le burn-out, et ça va vraiment dépendre des contextes de chacun. On peut imaginer par exemple que quelqu'un qui vit le confinement seul, isolé à son domicile, va pouvoir peut-être se réfugier dans le travail avec des risques de tomber dans le surtravail, etc. Donc là, il y a vraiment un rôle managérial de suivre en one-to-one, et c'est délicat. Je dis pas que c'est quelque chose de facile à faire. Chacun pour s'assurer, voilà, que de son équilibre, qui va bien, ne pas hésiter à ce que tout ce qui va relever de, voilà, prendre un peu la température de chacun, ça prenne peut-être plus de place par rapport aux échanges habituels qui sont aussi très tournés vers l'opérationnel. Voilà, ce qui me paraissait important d'être dit. Merci beaucoup Camille, c'était très complet avec beaucoup de conseils et d'informations. Voilà, il y a eu des questions, des commentaires aussi très chouettes dans le chat. On pourra y revenir en deuxième partie. Je vais maintenant inviter Valérie à nous rejoindre pour voilà, justement enchaîner sur cette question de comment voilà, des difficultés, de la gestion émotionnelle de cette crise et du coup face à ces salariés dans des situations très différentes, on imagine. Comment on fait pour est-ce qu'on peut adresser une communication globale, comment on s'y prend? Bonjour Valérie. Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Oui, en effet, on est dans un contexte, Camille l'a dit, Judith également, on est dans un contexte qui est extrêmement inédit. On n'a jamais vécu ça avant, c'est un contexte brutal qui est vécu aujourd'hui comme quelque chose d'imposé. Et bien évidemment, vous allez, vous, RH, responsable santé et RSE, être confrontés à des situations, des réactions émotionnelles toutes particulières, souvent exacerbées, souvent imprévisibles, de la démotivation également. Et vraiment, c'est important de vous occuper de la santé mentale des salariés parce que vous allez avoir pendant cette période-là, et elle est vraiment très particulière, pendant cette période-là, vous allez devoir avoir un accompagnement ajusté et en effet une communication tout à fait adaptée. Alors, juste pour commencer, j'aimerais vous poser une question et que vous y répondiez sur le chat. Là, tout de suite, la question, c'est comment vous sentez-vous face à cette crise? Quel sentiment ressentez-vous face à cette crise que nous traversons aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez noter sur le chat les sentiments, enfin le sentiment, juste un mot? Alors, si vous êtes en manque d'inspiration, je peux vous en donner quelques-uns, hein, des sentiments que moi je vois un peu partout. On peut être inquiet, on peut être perdu, pourquoi pas, dépassé par la situation, effrayé aussi. On peut être frustré, tendu, ou peut-être confiant. Parfois, on peut aussi être curieux de savoir comment va évoluer notre monde avec cette crise. On peut être partagé entre deux sentiments. Voilà. J'aimerais que vous me partagiez un peu avec un seul mot le sentiment. Ça va très vite, hein, je vois, surchargé, impuissant, angoissé, optimiste, solidaire, triste, voilà, dépassée, surchargée, désorganisée, perdue, confiante, mais peu motivée, mobilisée, connectée. Voilà, c'est très. On a vraiment des avis très très partagés. Très partagés, effectivement. Alors, voilà, c'est le reflet de ce que vont ressentir aussi les salariés que vous allez accompagner. Hein, et moi, je vais vous parler plutôt des sentiments plutôt négatifs, hein, puisque quand on est confiant, quand on est curieux, quand on a plein d'espoir et optimiste, c'est très bien. Mais quand les sentiments sont plutôt négatifs, c'est cause évidemment de stress et d'émotions difficiles. Alors, concernant le stress, c'est quelque chose de normal. C'est une réaction normale du corps. Hein. Le stress, dans une situation inhabituelle, il est là pour nous aider à faire face à la situation inhabituelle. On est programmé en tant qu'homme, en tant qu'humain, on est programmé pour des attitudes comme le combat, hein, c'est-à-dire on va faire face au stress ou la fuite, voilà, ou même l'inhibition, c'est-à-dire je fais le mort. Ces comportements-là, ils sont habituels, enfin ils sont normaux, je dirais, sont des comportements normaux face au stress quand il s'agit d'un stress aigu. Or là, on est dans une situation toute particulière qui va très probablement générer un stress qui va durer parce que la situation est amenée à durer. Le confinement ne va pas s'arrêter. Évidemment, il va être prolongé. Il est prolongé. Donc, on va
avoir un stress qui va durer, que l'on appelle de l'hyperstress ou du stress chronique. Alors, autant le stress aigu, eh bien, on a cette décharge d'adrénaline qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes, et ça, c'est plutôt bon. Autant dans le stress chronique, on a une autre hormone qui est libérée dans le sang, hein, que sécrètent les glandes surrénales, qui est le cortisol. Et le cortisol, il a une action sur la santé qui est plutôt négative, hein, qui est plutôt mauvaise pour la santé, puisque il va avoir une action sur le système immunitaire. Alors, c'est vraiment pas le moment, mais pourtant, il va avoir une action sur le système immunitaire. Il va avoir également une action sur notre taux d'anxiété, sur notre niveau d'anxiété, peut-être sur un état dépressif qui va être encore davantage prévisible, et puis également sur notre capacité à nous concentrer, sur notre capacité à mémoriser. Donc tout ça, il va falloir effectivement le prendre en considération. Alors, on verra après les ressources éventuellement, et alors concernant les émotions, c'est encore autre chose, puisque vous allez être très probablement confronté à des émotions exacerbées, imprévisibles, des émotions difficiles parfois qu'on va vous remonter. Vous allez être concerné peut-être, vous allez voir des émotions d'anxiété, vous allez voir des émotions de colère face à une situation imposée, subie, le télétravail, on en a parlé, qui n'est évidemment pas choisi. Donc, vous allez aussi avoir peut-être des réactions de peur de tomber malade, peur pour ses proches. Alors, la peur, elle est utile comme toutes les émotions, parce que la peur, c'est quelque chose qui peut nous amener à la prudence, et ça, c'est plutôt bien avec les gestes barrières, et on va, grâce à la peur, rester prudent, mais elle peut aussi aller jusqu'à la peur panique, et là, c'est effectivement beaucoup plus envahissant. Ce qu'il faut savoir par rapport aux émotions, c'est qu'il n'y a aucune émotion négative. Il n'y a que des émotions difficiles, désagréables à vivre, j'en conviens. Mais les émotions, c'est avant tout un système d'alarme. Ça nous prévient tout simplement que quelque chose se passe en nous. Donc, il faut absolument pas les refouler, absolument pas les nier, ni même les banaliser, ni même les généraliser. Il faut éviter d'avoir des phrases du genre écoute, j'entends bien ta colère, mais on est tous dans le même bateau, on est tous logés à la même enseigne. Ça, ce sont pas forcément des phrases qui sont aidantes, ce sont pas des phrases soutenantes, et souvent, ce sont des phrases culpabilisantes, c'est-à-dire que, bon, effectivement, on se dit, bah oui, il y a pire que moi, etc., mais malgré tout, on reste avec son émotion. Donc, je vous rappelle quand même que le mot émotion vient du latin ex movere, qui veut dire sortir en dehors de. Ce qui veut dire qu'une émotion, ça doit pas se refouler, ça doit sortir sous peine de se défouler sous une autre forme après. Hein. Donc ne refoulons pas nos émotions, parce que sinon on risque effectivement de les voir se défouler plus tard sous une autre forme qui va impacter notre système immunitaire aussi, puisque souvent on va avoir des signes au niveau du corps, hein, comme de l'eczéma, du psoriasis et d'autres problèmes vraiment que le corps va porter. On va parler système immunitaire après, mais du coup, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quels sont justement les moyens qu'on a à notre disposition pour garder cet équilibre psychologique? Oui, alors d'abord, les émotions, effectivement, pour garder cet équilibre psychologique, le fait même d'écouter, d'accueillir et de permettre à l'autre de reconnaître son émotion, ça va déjà apaiser l'émotion, puisqu'elle va permettre d'être exprimée. Donc simplement écouter, comprendre sans juger, reformuler, ça permet d'apaiser l'émotion. Et puis les ressources aidantes, oui, Benjamin, c'est effectivement important. Les ressources aidantes, qu'est-ce qu'on a? On a la méditation laïque, hein, la méditation de pleine conscience qui va calmer le mental. Vous savez, le mental, c'est toutes ces pensées qu'on peut avoir, ces ruminations toute la journée et puis même la nuit d'ailleurs. On va avoir également la sophrologie qui va activer le positif, qui va nous permettre de faire réémerger des ressources qui sont un peu dans un niveau bas actuellement. On va avoir des exercices de cohérence cardiaque aussi. Les exercices de cohérence cardiaque, elles vont faire baisser la fréquence cardiaque, elles vont faire également baisser la tension artérielle et elles vont également faire baisser le taux de cortisol dans le sang. Je pourrais vous donner des références tout à l'heure, à la fois bibliographiques, audio, dans la partie questions-réponses pour vous en dire davantage là-dessus. Et puis, évidemment, mettre en place un espace de parole pour pouvoir permettre
au salarié de déposer ce qu'il vit, c'est effectivement important, donc par des coachs ou par des thérapeutes. Et puis, tout à l'heure, Camille en parlait, effectivement, avoir quand même un emploi du temps structuré, défini, ça permet de se structurer soi-même. Et puis après, il y a aussi tout ce que déjà plein de gens ont mis en place à la maison, le sport, la cuisine en famille, les activités culturelles, les activités artistiques, les activités ludiques, les activités avec les enfants, voilà, tout ça, ça reste excessivement important. Oui, juste un truc que je voulais aussi vous dire, c'est par rapport aux médias, on entend beaucoup d'informations, il y a beaucoup de réseaux sociaux qui sont extrêmement envahissants, très présents actuellement. Alors, pour faire monter le niveau de stress, il n'y a pas pire que d'écouter les actualités toute la journée, donc pas plus de 30 minutes par jour, je dirais, d'actualité et de réseaux sociaux, parce que certains vont prendre l'information comme de l'information et c'est OK, d'autres vont voir leur niveau de stress et d'anxiété augmenter, donc ça, c'est pas terrible. Et je vois aussi des remarques sur le chat qui rappellent que c'est une crise qui est planétaire et que voilà, c'est pas simplement une crise sanitaire et qu'aujourd'hui ça concerne toute la planète et c'est finalement les enjeux qu'on rencontre aujourd'hui. On repose aussi la question de notre modèle de communication et notre modèle de consommation également. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Merci Valérie. Est-ce que tu pourrais nous dire sur le volet communication et voilà vis-à-vis des autres personnes, comment on peut finalement essayer de revoir, d'adapter sa communication dans une période comme celle-ci? Oui, tout à fait. Alors effectivement, cette période va nécessiter qu'on ait une communication adaptée et évidemment, ça va vous demander une présence toute particulière qui est vraiment différente de celle que vous pouvez avoir. Et cette présence toute particulière, elle passe d'abord et avant tout par une écoute empathique, c'est-à-dire une écoute sans jugement de ce que ressent l'autre, de ce qu'il vit. C'est vraiment important parce que ça va permettre l'expression aussi pour l'autre, l'expression sincère de ce qui se vit et c'est important pour lui. Parce que derrière un reproche, derrière une remarque, derrière une insatisfaction, il y a très souvent un besoin qui n'est pas satisfait. Et essayez de devenir, vous, acteur RH, acteur santé, essayez de devenir, j'ai envie d'appeler des détecteurs de besoins. C'est-à-dire en posant des questions particulières à vos salariés quand ils font appel à vous. Et par exemple, voilà, j'entends ce que tu es en train de me dire et dans ce que tu me dis, qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Ce qui est important là en ce moment, c'est voilà, j'ai besoin de soutien, de partage, d'espace vital, de mouvement physique. Ça, ce sont des besoins essentiels. Et la deuxième question à poser, c'est OK, et aider l'autre à trouver ses stratégies plutôt que de donner des conseils à l'autre. Moi, je ferai ci, à ta place, je ferai ça. C'est plutôt lui poser des questions qui vont lui permettre de trouver lui-même, elle-même, ses stratégies et les moyens de satisfaire ces besoins-là, de nourrir ces besoins-là. Alors la question c'est comment pourrais-tu faire pour trouver le soutien dont tu as besoin? Comment tu pourrais faire pour partager puisque tu as davantage besoin de partager, Donc deux questions essentielles, c'est à la fois détecter le besoin qu'il y a derrière une insatisfaction, un reproche, une remarque difficile, une remarque désagréable. Voilà, dans ce que tu me dis, qu'est-ce qui est important pour toi? Faire préciser qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui est essentiel et comment tu pourrais faire pour trouver le soutien dont tu as besoin, le partage que tu n'as pas aujourd'hui, l'espace vital qui te manque, voilà. Encore une fois, empathie plutôt que conseil tout fait. C'est vrai que bon, ça reprend de manière assez résumée certains éléments assez essentiels qu'on retrouve dans les principes aussi de la communication non violente qu'on développe en atelier et aussi sous forme d'assistance téléphonique qu'on peut proposer. Un petit mot peut-être sur la relation entre managers, salariés. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir en termes de communication? Oui, alors bon, on en a déjà parlé avec Camille aussi. Alors déjà, pour un salarié, se sentir compris et accueilli, ça va vraiment lui permettre de se remettre en mouvement. Et après, vis-à-vis des managers, c'est donc les comprendre et les écouter, et puis c'est essayer de rester positif malgré tout et apporter peut-être à vos managers des conseils pour rester positif. Alors quand il y a des équipes en télétravail, on l'a vu, sans rentrer dans quelque chose de trop lourd pour le salarié, mais peut-être comme disait Camille tout à l'heure, des check-in, mais comme je vous ai proposé tout à l'heure, c'est-à-dire le matin, prendre la météo intérieure.
comment vous vous sentez aujourd'hui. Un mot suffit pour voir quelle est la météo intérieure, quelle est la température finalement de l'équipe. Et puis pourquoi pas, moi je trouve ça plutôt sympa de faire des moments de respiration consciente tous ensemble, avec un support audio ou sans support audio, mais ça peut être un moment intéressant, que ça soit par téléphone, on peut le faire très bien, moi je le fais aussi par téléphone, que ça soit par téléphone ou en visio, et puis des réunions hebdomadaires, mais quand on met des réunions hebdomadaires, il y a une règle à respecter quand on veut être positif, c'est respecter le ratio de Losada. Le ratio de Losada, c'est 3 phrases positives pour une phrase négative, hein, pour éviter de saper le moral des troupes. Hein, donc ça veut dire que si quelqu'un a dit 3 phrases négatives, il n'y a plus qu'à en trouver 9 autres, quoi, hein, pour respecter ce ratio-là. Voilà, donc c'est essayer de... Et puis dès qu'il y a une annonce anxiogène du gouvernement, c'est peut-être... déclencher une réunion pour voir un peu quelle est l'ambiance et comment est géré tout ça par les équipes. Et puis des salariés en chômage partiel, pourquoi pas effectivement monter un groupe WhatsApp, en tout cas prendre des nouvelles, parce que c'est un chômage partiel, hein, on n'est pas chacun dans son coin non plus. Et puis les équipes qui sont sur site, c'est malgré tout en respectant bien sûr les consignes d'hygiène, c'est quand même être en proximité, demander à chacun chaque matin comment il va. Et puis, encore une fois, écouter avec empathie, éviter les conseils tout faits et les solutions toutes faites qui ne servent pas à grand-chose. Voilà, essentiellement, c'est ça. Et puis, si un salarié, comme l'a dit tout à l'heure Camille, c'est important, ne va pas très bien, ben, on le prend en face à face au téléphone et puis on voit avec lui. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que ce qui est important, et même vous, en tant que RH, responsable santé, sécurité, ça va être de vous occuper aussi de vous, de prendre soin de votre santé mentale et de votre santé physique. Merci beaucoup Valérie. Puis ça fait la transition avec Estelle. Je précise que Valérie est coach, sophrologue et intervient pour les ateliers durables sur les sujets de communication. Voilà, j'ai oublié de la présenter au début, donc je me rattrape. Bonjour Estelle. Bonjour. Alors j'espère vraiment que je vais plus avoir de problème de connexion pour cette séance. Là, j'espère avoir réglé ce souci. Bon, on espère aussi du coup, et ainsi que les 300 personnes qui nous suivent encore, Estelle. Attention à la connexion. Donc, je suis Estelle Bécuve, je suis praticienne de santé naturopathe, et les naturopathes se définissent également par le titre d'éducateur de santé. Et l'éducation à la santé, c'est effectivement mon métier, à la fois en consultation individuelle ou en entreprise, à travers des conférences, des formations, des ateliers, et en particulier pour les ateliers durables. Donc en 2 mots, quand même, quelques mots sur la naturopathie. En fait, c'est une approche globale de l'hygiène de vie pour soutenir la santé et la vitalité, avec des recommandations qui reposent sur l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress et du sommeil. Et souvent, on va s'appuyer également sur des techniques et solutions naturelles, et tout particulièrement sur les plantes. Alors, vous l'avez compris. On avait proposé peut-être un petit sondage justement pour prendre la température auprès de nos participants sur cette question du sommeil, savoir comment chacun s'en sort, et puis peut-être qu'on pourra, Estelle va continuer son propos et on pourra commenter un peu plus tard une fois que les résultats seront arrivés. Très bien. Alors vous l'avez compris, nous menons actuellement un combat collectif contre la propagation du coronavirus en réduisant nos contacts sociaux. Et en fait, on va voir que à l'intérieur de notre organisme se livre un autre combat mené par nos défenses naturelles. Et surtout, on va voir comment on peut soutenir cette activité de notre système immunitaire. Alors, je ne vais pas revenir sur les particularités du coronavirus. Et d'ailleurs, je crois qu'on vous a glissé, on va vous glisser un lien vers le site de l'Organisation mondiale de la santé qui reprend en fait les informations connues à ce jour. Simplement, peut-être quelques mots sur ce que c'est qu'un virus. Finalement, c'est peut-être pas si clair que ça. Alors, c'est pas un organisme vivant complet. C'est beaucoup plus petit qu'une bactérie et avec un matériel génétique limité. Donc, il va avoir besoin d'entrer dans une cellule, dans une de nos cellules, pour utiliser notamment leur centrale énergétique et pouvoir ainsi se multiplier et envahir en fait de plus en plus de cellules. En fait, donc quelque part, le virus parasite le fonctionnement de nos cellules saines, quoi. Alors, les symptômes les plus fréquents de ce coronavirus, vous les connaissez, toux sèche, fièvre, fatigue, et perte d'odorat et du goût, courbature, et puis éventuellement, dans de rares cas, évolution vers des symptômes de pneumonie et de difficulté à respirer. On en parle beaucoup évidemment puisque ça met notre système hospitalier en tension.
Alors, avant de passer à la suite, je voudrais insister et rappeler qu'en premier lieu, nous devons vraiment respecter les consignes qui limitent les risques d'être en contact avec le virus, tout particulièrement respecter les règles de confinement, même si on doit se déplacer pour travailler, respecter une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes, et puis se laver les mains très souvent, c'est efficace, et bien sûr éternuer et tousser dans son coude. Ok, merci Estelle. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, finalement, le virus, comment il pénètre, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? Alors, si jamais il pénètre, malgré toutes nos précautions, après un temps d'incubation de plusieurs jours, une fois que les symptômes vont apparaître, les défenses naturelles sont déjà activées. Et d'abord, en fait, va se mettre en place une réaction inflammatoire, notamment avec de la fièvre. Et le plus souvent, pas toujours, hein, et la fièvre, en fait, c'est un mécanisme de défense, hein, c'est un mécanisme vital. Et donc, c'est assez dommage de la freiner, cette mécanique, en prenant tout de suite du paracétamol. La recommandation, ça serait plutôt de retarder la prise de paracétamol pour laisser agir la fièvre, qui va notamment intervenir sur ralentir la multiplication du virus et désactiver les virus. Voilà. Et puis, elle va favoriser aussi le déplacement des globules blancs vers les sites infectés. Voilà. Alors, bien sûr, on régule quand même à partir de 39,5, et puis surtout, boire beaucoup, manger peu et dormir beaucoup. Et ensuite, on va avoir tout un ensemble de substances et de cellules spécialisées, très organisées, dans un système très sophistiqué. Et ce sont en fait les cellules de l'immunité qu'on retrouve donc dans les globules blancs et notamment les lymphocytes, dont vous voyez le nom souvent sur vos bilans sanguins. Et ces lymphocytes sont logés dans la circulation sanguine, la lymphe, les ganglions, les intestins, toutes les muqueuses en fait. Et certains globules blancs vont être en charge de tuer les cellules infectées, d'autres de neutraliser le virus en produisant des anticorps, et puis d'autres vont nettoyer les dégâts, etc., etc. Voilà. Et pour que tout ça, ça marche bien, voilà, en résumé, avant de rentrer plus dans la pratique, quels sont les piliers en fait d'un bon fonctionnement de cette petite armée intérieure? Alors tout d'abord, la qualité du sommeil, elle est vraiment vitale pour la santé en général et pour l'immunité en particulier. C'est pour ça qu'on vous a posé cette question-là dans le sondage. Le système immunitaire va avoir besoin de certains nutriments essentiels apportés par l'alimentation. Il va avoir besoin d'un équilibre du microbiote intestinal, ce qu'on appelait la flore auparavant, puisque 70 à 80% de notre immunité est logée à cet endroit-là. Et puis, il va falloir avoir une fluidité de la circulation sanguine et de la lymphe aussi optimale que possible, puisqu'en fait, c'est par ces voies liquides que vont se déplacer les globules blancs. Donc, concrètement, finalement, Estelle, quelles sont les priorités qu'on peut, voilà, qu'on doit établir au niveau personnel? Je vois c'est peut-être l'occasion de faire un retour sur le sondage qu'on a eu. Oui, alors le but de mettre en place des choses en plus par rapport aux gestes barrières et notamment une certaine hygiène de vie, ça va être pour accélérer l'action immunitaire et aussi limiter ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus dans le corps et donc réduire les symptômes et la durée de l'infection. Et en premier lieu, effectivement, c'est vraiment le moment de s'occuper de la qualité de son sommeil. Donc merci pour votre réponse, pour vos réponses au sondage. Donc c'est bien, la majorité d'entre vous indique dormir plus de 7 heures par nuit, avec une majorité entre 7 heures et 8 heures. Pourquoi ce 7 heures par nuit? C'est vraiment un seuil sur lequel il y a un consensus scientifique. C'est le seuil de sommeil quotidien recommandé pour la santé. Alors évidemment, il peut y avoir des variations d'une personne à l'autre, mais globalement, c'est une référence intéressante. Donc c'est vraiment le moment actuellement de mettre le sommeil en priorité, à la fois pour intégrer les multiples émotions qu'on vit dans cette période, Valérie en a parlé, mais aussi pour soutenir le système immunitaire, réguler la faim et finalement toutes les fonctions vitales. Ensuite, deuxième grande priorité, rester chez soi mais bouger quand même. C'est pas si facile, mais pourquoi? Parce que ça va activer la circulation sanguine
que j'ai évoquées précédemment, indispensables donc à la circulation des cellules immunitaires et au bon fonctionnement de toutes les cellules dans le corps humain de toute façon. Alors pour ça, donc, que peut-on faire? Déjà prendre des escaliers si vous en avez à disposition, passer vos appels debout en marchant, faire des postures inversées de yoga, notamment le chien qui s'étire, par exemple, pour les connaisseurs, c'est une posture assez facile à mettre en place. Trouver des vidéos d'activités physiques simples à faire à la maison, etc. Alors c'est pas le moment non plus de se fixer des objectifs de performance excessifs. L'idée c'est juste de s'entretenir et surtout d'activer la circulation sanguine et la respiration cellulaire. Ensuite, on a un chapitre, bien sûr, important sur l'alimentation qui a un grand rôle à jouer en ce moment, mais comme d'une manière générale, il y aurait beaucoup à dire. Alors, pour faire simple, ce qui est important de retenir, c'est que, en tout cas, si vous n'êtes pas végétarien, consommer, la proposition, c'est vraiment de consommer au moins une protéine animale par jour, donc viande blanche, poisson, œufs. Pourquoi? Pour les apports en protéines que vont utiliser les globules blancs pour se multiplier ensuite à grande vitesse. Donc c'est pas le moment de changer de régime et en tout cas pas sur les protéines. Ces protéines animales vont également apporter du zinc, oligo-élément essentiel pour l'immunité et qu'on trouve peu en fait en dehors des aliments d'origine animale. Donc apport en zinc important. Alors, en revanche, ce que vous pouvez faire, c'est réduire les féculents, les fameuses pâtes. On peut arrêter de se jeter dessus dans les supermarchés, réduire les pâtes, le riz, le pain, parce qu'on dépense quand même beaucoup moins d'énergie actuellement à la maison et avec le printemps qui arrive. Et en plus, en naturopathie, on considère que les féculents en excès viennent encombrer les poumons, ce qui n'est pas forcément l'idéal en ce moment. Voilà. En tout cas, pour les féculents, vous pouvez les choisir complets ou semi-complets pour apporter des fibres qui vont nourrir le microbiote. Et comme toujours, la base de notre alimentation, ça devrait être les fruits et les légumes pour les vitamines et les minéraux vitaux, donc sous toutes leurs formes, notamment les jus de légumes qu'on peut acheter tout prêt et qui apportent une grande quantité de légumes crus et donc de vitamines, très facile à consommer si on n'a pas le temps de faire beaucoup de préparation. Voilà, donc j'accélère un petit peu. On pourrait parler des oméga 3 puisqu'ils apportent ils favorisent une bonne circulation sanguine, ils modulent la réponse immunitaire, ils régulent le système nerveux, donc au moins 2 cuillères à soupe d'huile de colza par jour, des sardines, des maquereaux, etc. Régulièrement. Il y a Margot qui demande est-ce qu'il faut manger avoir plus de vitamines, est-ce qu'il faut manger plus de fruits, par exemple, dans cette période? Oui, notamment pour la vitamine C, pensez donc évidemment aux kiwis, aux agrumes, mais aussi on trouve de la vitamine C dans les légumes, notamment les poivrons, le persil, les choux crus. Donc oui, fruits et légumes, évidemment, qu'on devrait constituer la base de notre alimentation. Pour le magnésium, très important pour maintenir la vitalité, on va en trouver beaucoup dans les amandes, les noix du Brésil, les haricots secs, le chocolat noir, etc. Ça, c'est la bonne nouvelle, le chocolat en général. Voilà. Et puis, j'ai envie évidemment d'aborder très rapidement l'intérêt de certaines plantes, même si on est un petit peu à la marge du chapitre alimentation, mais on sait que certaines plantes ont vraiment des vertus épatantes sur le système immunitaire, notamment toutes les herbes aromatiques du sud, le thym, la sarriette, l'origan, le sureau. Alors le sureau, c'est plus une plante aromatique, mais c'est vraiment une plante à action antivirale. L'échinacée va soutenir le système immunitaire, les champignons médicinaux comme le reishi, le coriolus et d'autres. Et puis certaines huiles essentielles sont vraiment tout indiquées dans la période. Donc voilà, ne pas hésiter à se renseigner à ce sujet. Merci beaucoup Estelle. Je vois on est en train de passer un petit peu l'heure, mais voilà, je rappelle quand même que Estelle intervient pour nous sur des sujets tels que l'alimentation, le sommeil. Donc si vous souhaitez creuser, que ce soit en téléconsultation individuelle ou même d'organiser un atelier à distance pour les salariés, c'est aussi des choses qu'on peut proposer. Merci beaucoup Estelle pour tous ces conseils. De toute façon, on reste tous ensemble pour la partie questions
questions-réponses. On va peut-être, voilà, on va essayer de se donner un quart d'heure encore ensemble. Et voilà, on va essayer de répondre au maximum de questions. J'invite voilà, Valérie et Judith à activer leur écran également pour qu'on retrouve tout le monde. Juste, est-ce que je pourrais préciser pour les personnes, pour les végétariens, les végétariennes qui nous écoutent, que normalement, quand on est déjà végétarien, on a appris à équilibrer son alimentation. Hein, donc là, mon message, c'est de ne, comme il y a confinement, souvent on peut avoir envie de changer son régime alimentaire. Et là, le message, c'est de faire attention à ses apports en protéines. On trouve bien sûr quantité de protéines dans les végétaux, les céréales, les légumineuses et les fruits, enfin les légumes. Voilà. Voilà, bah écoutez, on a retrouvé tout le monde. Voilà, je précise que ça fait peut-être beaucoup de conseils à la fois pour tout le monde et voilà, à la fois avec les 4 personnes qui sont intervenues à la suite. On va pouvoir reprendre les questions. Si vous avez, voilà, si vous voulez en savoir plus sur voilà, tout ce qu'on peut proposer nous comme atelier spécifique, Marilyn va vous mettre un lien normalement sur le chat pour vous présenter voilà, les dispositifs qui sont possibles pour vos salariés. Marion, c'est à ton tour de rassembler les questions et d'interroger nos participants. Alors, vous avez eu énormément de questions, donc merci à tous. On va faire vite. Je vais m'adresser d'abord du coup à Judith. J'ai partagé vos questions en différents thèmes. Donc le thème télétravail, chômage partiel, arrêt de travail et personnes sur site. Donc je commence tout de suite. Judith, tiens-toi prête. Alors, Sophie nous demande, peut-on refuser le télétravail et sinon, que se passe-t-il pour le salarié qui refuse ? Alors, on peut refuser le télétravail, encore une fois, si et seulement si il y a, persiste un danger grave et imminent à faire le télétravail. Donc, 2 choses, je répète, c'est soit on refuse le télétravail parce qu'on est en arrêt de travail, on garde ses enfants et que légalement, ce n'est pas possible. Donc, le mieux, si j'étais ce salarié-là, je dirais, je ne refuserais pas en bloc le télétravail, mais je demanderais un aménagement du télétravail. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a un deuxième cas de figure, c'est si exercer le télétravail, mais je ne sais pas de quelle manière, soit par exemple, si on a, et c'est le cas pour certains de mes clients, par exemple, qui ont des personnes âgées à domicile et ils sont aidants familiaux, alors soit pour des enfants porteurs de handicap, soit pour des personnes qui ont besoin de soins, eh bien, même si là, on n'est pas dans le cadre strict de l'arrêt de travail autorisé, c'est-à-dire avec des enfants de moins de 16 ans, on peut dire que voilà, on est dans une situation où il y a un danger si on n'est pas là à 100% du temps pour les personnes qui sont au sein de notre foyer pour ce télétravail. Voilà. Merci Judith. Pour les 2 prochaines questions, tu as juste à répondre oui ou non. En télétravail, est-ce possible de travailler depuis un lieu autre que son domicile ? Tout à fait. Autre question de Fabienne. Devons-nous respecter les horaires de travail, y compris pause déjeuner, heure de fin de journée ? Et est-ce que être en télétravail ne veut pas dire être connecté, joignable non-stop par mail ou tel ? Alors là, je suis obligée de répondre un petit peu plus que oui ou non. Oui. C'est que le télétravail, c'est pas c'est pas j'en perds mon français. C'est pas une puissance qui peut vous regarder H24. Ça n'est pas possible. Donc, bien évidemment, il y a des temps de pause. Maintenant, encore une fois, tout dépend de l'organisation du service. Si l'organisation du service oblige de garder, de conserver, des modalités de planning quasiment à l'identique que celles avant la crise sanitaire, oui, évidemment, on est obligé d'accepter de télétravailler entre 9h30 et 13h et entre 14h et 18h. Maintenant, aujourd'hui, les employeurs intelligents sont tout à fait au fait que c'est pas possible parce qu'effectivement, encore une fois, il y a toujours l'un des deux qui n'a pas l'arrêt de travail, par exemple, quand il y a des enfants à la maison, donc on ne peut pas travailler aussi sereinement que possible. Donc, en général, les employeurs proposent des assouplissements. Mais en tout cas, si les exigences de l'employeur font partie de l'organisation du service, il est quasiment impossible de refuser ce qui vous est imposé. Évidemment. D'accord. Voilà. Concernant le chômage partiel, est-ce qu'il peut être demandé par le salarié lui-même ? Alors, oui,
Oui, alors il peut être demandé par le salarié, mais il faut encore une fois se poser une question très très simple, c'est quel est l'intérêt du salarié à demander ça? C'est pas la solution la plus avantageuse, de manière générale. Et dans 90% des cas, c'est l'employeur qui l'impose. Après, quelles seraient les raisons du salarié? Je ne saurais pas dire, mais en tout cas, il faut qu'il pose le pour et le contre. Et d'un point de vue indemnitaire, c'est-à-dire la rémunération qui lui laisse à la fin du mois, le chômage partiel, même avec plein d'avantages annexes, n'est pas la solution la plus intéressante. D'accord. Il y a Laurence qui nous dit « Je peux travailler en télétravail, mais mon employeur me met en chômage partiel car mes activités ne sont pas concernées par le PCA. Est-ce normal ?» Ça peut. Alors là, encore une fois, il faut demander à l'employeur de se référer à la convention collective. Exactement. L'employeur, tout refus de l'employeur, ça c'est quelque chose, c'est un principe général du droit, doit être motivé. Voilà. Il ne peut pas envoyer une phrase en disant non, c'est pas possible et point barre. Il doit motiver son refus. Et notamment, donc, le motiver en se basant sur la convention collective ou sur des règles de droit ou alors, pour certains secteurs, sur la pratique de l'entreprise. Il faut que ce soit une pratique qui soit suffisamment installée dans le temps pour que l'employeur puisse le mettre en avant et dire à l'employé là, je ne peux pas. Peut-on mettre certains salariés en congé payé et d'autres en chômage partiel? Alors, certains salariés. Alors, en fait, il faut qu'il n'y ait aucune. Il y a un principe, et qui prévaut aussi, même dans cette crise sanitaire, qui est que l'employeur ne peut pas opérer de discrimination entre les salariés. Donc, il peut prendre certaines mesures, des mesures qui ne soient pas exactement les mêmes pour les salariés. Encore une fois, encore faut-il qu'il les motive. À partir du moment où on tombe dans une forme de discrimination, en fait, d'opacité dans l'action de l'employeur, eh bien, évidemment, on peut se retourner contre lui. Donc, pour répondre à ta question, dans le principe, oui, c'est possible, mais ce n'est possible qu'à la seule condition que ce ne soit pas discriminatoire vis-à-vis de l'un ou l'autre des salariés, que ce soit sur le plan rémunération, mais aussi sur la possibilité d'avancement de carrière. Parce qu'on pourrait tout à fait imaginer qu'une personne, un salarié qui se positionne un petit peu en avant en disant oui, moi je fais du télétravail ou qui accepte tout de l'employeur et celui qui n'accepte pas, et ben après la crise, par exemple, s'il y a une possibilité d'évoluer dans l'organigramme, et ben c'est celui qui aura été un petit peu au front ou qui se sera positionné exactement comme le veut l'employeur qui aura peut-être cette possibilité et l'autre qui se sera mis en position de retrait. Donc, tu vois, tout ça, c'est quelque chose encore d'un petit peu diffus, d'un peu confus, mais qui s'appelle discrimination. Donc, l'employeur a une obligation de prévention à ce niveau-là. Il ne peut prendre des mesures que si ce sont des mesures qui s'imposent et qui ne soient pas génératrices donc de possibles discriminations dans le temps présent et à l'avenir. Petite question. Si mon salarié est d'ores et déjà en télétravail, est-ce que je peux accorder un arrêt de travail pour garde d'enfants? Oui, tout à fait. Tout à fait. Le télétravail, alors là, je ne peux pas m'y étendre, mais c'est extrêmement souple. C'est-à-dire, on peut l'enlever, le remettre, on peut le moduler dans le temps, donc c'est extrêmement souple. D'accord. Voilà. Donc, c'est tout à fait possible, bien évidemment. Mais encore une fois, il faut être extrêmement attentif à toute la législation sur le télétravail, qui, bien qu'il soit souple, ne doit pas se poser en conflit avec un arrêt de travail. Et un arrêt de travail, ça, pour le coup, c'est beaucoup moins souple que ce soit dans l'idée ou dans la pratique. Un arrêt de travail, ça interdit purement et simplement de travailler. C'est aussi simple que ça. Et Tania nous demande, concernant les indépendants, ont-ils droit à l'arrêt de travail en question, pour garder les enfants de moins de 16 ans? Alors oui, ils ont la possibilité, oui aussi, de demander un arrêt de travail. Oui, tout à fait. Après, quel est l'impact pour eux? Ça, c'est, comment dire, ça, je ne sais pas. C'est à chacun de poser le pour et le contre. Mais un indépendant, oui, bien sûr, peut demander un arrêt de travail. Concernant justement les congés payés, est-ce que on est dans l'obligation d'annuler tous les congés payés qui ont été pris durant cette période de confinement? Alors, annuler tous les congés payés, alors ça, je ne saurais pas dire comme ça. Alors ça, je t'avoue, je ne saurais pas dire. On n'est pas, l'employeur ne peut. Ça veut dire annuler, si je comprends bien, c'est le salarié qui aurait posé, qui annule. Tous ceux qui ont déposé leur journée de congé payé. Alors,
À mon avis, ça, c'est des choses qui se discutent. S'ils ont posé évidemment des congés payés pendant la période de confinement ou pendant la période de télétravail, ben bien évidemment, ça se discute avec l'employeur dans la limite des 6 jours que j'ai évoqués, quelle est la limite à peu près généralement convenue. Et si ce sont des congés payés qui ont été posés potentiellement pour après la crise, là aussi, ça se discute avec l'employeur, notamment si on a posé des congés, par exemple, au mois de juin ou au mois de juillet, juste au moment de la sortie de crise. Donc là, tout ça, ça se discute. Mais il n'y a aucune obligation en soi de retirer ces congés payés ou pas. Voilà. Mais à mon avis, c'est des notions encore qui vont être précisées dans le temps, que ce soit au niveau légal ou en intra. C'est pour ça que je ne peux pas donner de réponse gravée dans le marbre. Je crois que Marilène avait mis en lien un site concernant un peu tous les éléments, enfin toutes les réponses un peu officielles annoncées au fur et à mesure. C'est vrai que ça reste quelque chose qu'il faut vérifier régulièrement. D'ailleurs, et le ministère du Travail le dit lui-même, dans ses questions-réponses, il y en a une vingtaine à peu près côté salarié, côté employeur, que ces questions et réponses vont être mises à jour très, très régulièrement parce que la loi s'adapte. On voit même que dans l'attestation, vous savez, de sortie qu'on doit avoir sur soi quand on sort, eh bien, par exemple, ils ont rajouté, le législateur a rajouté très récemment que si pour une raison administrative ou judiciaire, par exemple, on va à une audience, même si les tribunaux sont fermés, mais pour certaines audiences, c'est encore autorisé, eh bien, ils ont rajouté ces nouvelles modalités. Donc, tout ça pour vous dire que la législation est très vibrante, vivante en ce moment, et que toutes les questions qu'on se pose, eh bien, il faut se tenir à jour très régulièrement. Merci Judith. Merci pour toutes ces réponses. On passe à Camille. Alors Camille, comment justifier que le télétravail prend plus de temps que le travail habituel? Avec un réseau par exemple moins performant, un seul écran au lieu de deux, collègues joignables au téléphone, etc. Oui, mais c'est là qu'on voit que voilà, va falloir faire preuve voilà, pour tout le monde de beaucoup de souplesse, de flexibilité, voilà, dans tous les sens, évidemment. Chacun n'a pas le cadre idéal. Et ça me fait penser d'ailleurs à tout à l'heure la question, une personne posait la question de est-ce que c'est possible de travailler de quelque part d'autre que chez soi? Et moi, je modulerais quand même, oui, mais sauf en coworking, parce que d'habitude, on a quand même la possibilité de télétravailler depuis un grand nombre d'endroits, mais sauf que là, on est quand même confiné et quand même beaucoup d'endroits sont fermés. Donc, typiquement, les gens qui sont allés se confiner dans des endroits où ils n'ont pas l'espace de travail idéal ou alors ils partagent l'espace avec d'autres personnes. Il y a des sujets de bande passante parce qu'on partage avec la grande qui passe le bac et qui est connectée avec les cours. Enfin bon, oui, il faut se rendre compte de pragmatiquement les conditions réelles de tout ça. Donc, moi, là encore, je pense qu'il faut vraiment privilégier le dialogue avec son manager et côté manager faire preuve de beaucoup de souplesse et de se rappeler à nouveau qu'on est dans quelque chose d'exceptionnel et que si on n'est pas dans du télétravail ordinaire où on a son petit bureau avec une indemnité voilà bien tout bien arrangé, etc. Il y a quand même plein de gens qui ont été voilà, ils sont partis un soir et ils ne sont pas revenus le jour suivant, ou alors ils sont repassés prendre leur PC, comme ça qui s'est passé. Donc, je pense que, voilà, privilégier le dialogue et évidemment, enfin, on est pour beaucoup dans des situations de travail dégradées et tout le monde fait au mieux. Donc ça, je pense que c'est évident qu'il faut l'admettre et dialoguer et aussi, comme je le disais, hein, faire jouer la solidarité entre collègues. C'est évident qu'on n'est pas tous égaux dans ce confinement. Hein. Il y a des personnes qui sont entre deux adultes dans des conditions idéales pour abattre plus de travail que jamais et d'autres pour qui c'est beaucoup plus un jonglage. Donc voilà, je pense que dialogue, solidarité entre collègues et souplesse, flexibilité de chacun me paraissent de bons mots d'ordre. Et Camille, comment maintenir justement des liens quand les salariés sont en activité partielle? Ben ça, c'est une très bonne question et ça me paraît pour le coup beaucoup plus de la zone grise parce que qui dit chômage partiel dit ben voilà on n'est plus censé travailler, mais en effet là on est plus pour moi de l'ordre du social, donc je pense que c'est de l'ordre des initiatives, mais peut-être pour le coup là entre collègues
Je pense que c'est compliqué quand on a peut-être une relation hiérarchique qui vient s'immiscer là-dedans, ou alors, enfin voilà, je pense que là c'est compliqué et on est plus vraiment sur répondre à des besoins psychologiques, de conserver un lien avec des collègues dans un contexte anxiogène. Mais il faut évidemment, on n'est plus dans du cadre de travail pur là, puisqu'on et ça me quand même permet de rebondir sur quand même la question de recours au chômage partiel. Le chômage partiel, c'est vrai que ça peut être tentant parce que le gouvernement a pris des dispositions qui sont très protectrices pour tout le monde, mais il faut pas oublier que voilà, qui recourt au chômage partiel va voir ses projets s'arrêter, son activité s'arrêter pour tous ceux qui seront concernés, et donc c'est aussi voilà, peut-être rendre plus compliqué le redémarrage, la reprise, quand tout ça. Donc c'est des choses qu'il faut mesurer aussi par rapport à la suite. Et j'ai entendu moi pas mal d'entrepreneurs aussi justement hésiter à activer ce levier parce qu'ils savent que c'est aussi un coup d'arrêt supplémentaire qu'on donne à son business, quoi. Donc, pas facile. J'avance un peu, je reviendrai. J'ai peut-être 2-3 questions si on a le temps, mais je rebondis pour Valérie. Une question d'Arnaud qui nous disait justement comment faire face de façon maîtrisée aux souhaits de changement importants qu'on peut avoir pendant cette période. J'ai pas entendu. C'est pour moi la question, c'est ça? Oui, c'est pour toi. Comment on peut faire face à des souhaits de changement? Oui, il y a des changements importants, des souhaits de changements importants qui arrivent pendant cette période. De la part des salariés qui se posent des questions et pour qui effectivement cette période est une période de questionnement sur le sens que peut prendre sa vie, etc. Moi, je conseillerais dans ces cas-là d'être aidé parce que être dans une transformation aussi importante qu'un changement de travail, d'orientation, je pense que ça nécessite souvent l'aide d'un professionnel ou d'un coach en tout cas qui va poser les bonnes questions, qui va accompagner ce changement-là. Je pense qu'une transformation, elle se fait pas comme ça. Et c'est vrai que il faut faire attention dans cette période-là. Il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser. Est-ce que il est nécessaire de faire des choix tout de suite? Voilà. Je pense que c'est une période de retour à soi. C'est-à-dire qu'il faut essayer de effectivement, on était très en émission tout le temps. C'est une période qui nous invite vraiment et qui nous oblige, là, pour le coup, à se retourner vers nous-mêmes. Donc, les questionnements, ils sont évidents et c'est normal qu'on se les pose. C'est voir après cette période-là, est-ce qu'ils sont toujours là, ces questionnements? C'est un peu comme alors la comparaison elle est particulière, mais souvent il y a une période au retour de grandes vacances, etc. On se pose toujours la question, j'imagine que c'est arrivé à tout le monde, de se dire oh là là, mais c'est quoi le sens de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, ouais, 3 semaines quand même, voilà, je suis pas sûre d'avoir envie de retourner travailler. Ok, ça c'est la période de mise en route qui est un peu difficile. Il faut voir si après cette période de confinement les questions subsistent, et si les questions subsistent, si on a vraiment envie de cette transformation, eh bien, ok, il faut y aller, il faut essayer d'être aidé. Merci Valérie. Je passe aux questions pour Estelle avant qu'on termine ce webinaire. Estelle, quand tu dis une portion, c'est quoi? Alors, ça c'est... Alors, on n'est pas du tout sur une notion de quantité, donc c'est une question de bon sens et d'écoute de la satiété. Quand est-ce que j'ai parlé de portion d'ailleurs? Je ne sais plus. Je sais pas, j'ai vu la question. C'est vrai que nous, on va pas calculer tout ce qui est calories, poids, etc. On va être plutôt sur une logique de qualité des aliments et de moment où on les consomme, comment on les consomme, comment on les cuit, etc., comment on les cuisine, mais pas trop sur la question de quantité, parce que c'est tellement variable d'une personne à l'autre, ça veut pas dire grand-chose. Et Fabienne nous demandait comment préserver les légumes et les fruits du Covid-19 justement. Comment est-ce qu'on mange moins de crudité par exemple? Est-ce qu'on lave différemment nos légumes? Est-ce que tu as des petits conseils là-dessus? Le conseil, c'est bien sûr de laver laver bien correctement ses légumes, éplucher ce qui peut l'être, et surtout en fait il suffit de laisser une journée ces fruits et légumes après les avoir rapportés du magasin, les laisser au moins une journée avant de les consommer. Le virus ne survivra pas. Donc
Ok, je pense que c'est bon, Benjamin. Il y avait encore d'autres questions, mais je pense il n'y a pas ton micro, Benjamin. Je remets le micro, c'était pour enlever les bruits parasites. Oui, il y avait beaucoup d'autres questions. On ne pouvait pas répondre à tout dans le temps imparti. On essaiera de, voilà, soit on voit si on peut compiler quelques réponses. Autrement, peut-être qu'on réorganisera un temps de ce type-là, voilà, de ce type de conférence à nouveau, pour que vous puissiez, voilà, on puisse aborder encore plus de sujets, ou peut-être qu'on fera une conférence spécifique, peut-être sur les questions juridiques ou télétravail ou même d'alimentation, qu'on suscitait beaucoup de questions. N'hésitez pas à nous faire votre retour sur le chat, du coup, si déjà vous avez pris un bon moment depuis chez vous à nous écouter, et voilà, si vous vous sentez peut-être plus à l'aise pour poursuivre un certain nombre de conseils qui ont pu être donnés. Voilà, nous, toute l'équipe des ateliers durables reste disponible si vous avez des questions. Vous pouvez faire un tour, voilà, sur notre site. Marion, Marilène qui a animé le chat. Voilà, je vois beaucoup de remerciements. Nous aussi, ça nous a fait plaisir d'organiser ce temps-là. Ça a été un sacré boulot avec l'équipe. Et donc, je remercie aussi nos expertes qui ont bien voulu jouer le jeu. Voilà, donc on vous dit, écoutez, à tous et à toutes, à très bientôt. Il y aura un replay qui sera disponible, qui sera envoyé à l'ensemble des personnes. On ne pourra pas faire je pense pas faire un récap de l'ensemble de ce qui a été dit, ça, voilà. Mais en tout cas, il y aura un replay si vous souhaitez. Et voilà. Et ceux qui souhaitent essayer de voir ce qu'ils peuvent mettre en place pour leurs salariés pendant cette période, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on en parle directement. Je vous remercie. Je dis au revoir. Vous avez su, vous êtes encore nombreux. Au revoir. Félicitations pour. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, merci à tous.